Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition un peu particulière. Nous sommes le lundi 1er mai, la journée internationale des travailleurs. Et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous recevrons non pas un, pas deux, mais trois invités. La première, en ce 1er mai, Laetitia Vito, une conférencière à l'occasion de la fête du travail et le rapport que l'on entretient au XXIe siècle justement avec le travail. Le spécialiste basket du journal L'Équipe, Arnaud Lecomte, nous fera une analyse pertinente des quarts de finale qui opposent Monaco au club de Tel Aviv. Et enfin, nous aurons la réaction de Thierry Hems, l'entraîneur de l'Étoile de Monaco, après avoir obtenu la médaille de bronze en gymnastique en top 12. On reviendra aussi sur d'autres résultats sportifs de ces derniers jours, comme la défaite 4-0 en foot face à Montpellier en Ligue 1, ou la victoire des moins de 18 ans qui ont soulevé la Coupe Gambardella samedi au Stade de France. Nous sommes donc aujourd'hui le 1er mai où l'on célèbre la fête du travail ainsi que la journée internationale des travailleurs. Un jour férié en France et en Principauté. Pour évoquer cette journée particulière, rejoignons Frédéric Hélion. Bonsoir Frédéric. Quelle est l'origine exacte de ce jour chômé ? Bonsoir Fabien, c'est aux États-Unis à la fin du 19e siècle que naît le 1er mai et plus précisément le 1er mai 1884, date à laquelle les syndicats des travailleurs américains débutent leurs revendications afin d'instaurer la journée de travail de 8 heures. Le choix de la date du 1er mai est un symbole, Fabien, puisqu'elle correspondait au premier jour de l'année comptable des entreprises, le Moving Day. 2 ans après le début des revendications, le 1er mai 1886, 200 000 travailleurs américains obtiennent la journée de 8 heures, mais certaines entreprises refusent. Une grande grève démarre avec une forte mobilisation dans tout le pays et notamment de violents affrontements à Chicago. Et quand est-ce que le 1er mai débarque, si je puis dire, en France ? 3 ans plus tard, en 1889, l'Internationale socialiste se réunit à Paris et une décision est prise, faire du 1er mai une journée annuelle de revendication. Le 1er mai a donc lieu en France en 1890, où les ouvriers défilent là aussi pour demander la journée de 8 heures. Ils portent un triangle rouge à la boutonnière dont les 3 côtés symbolisent le partage du temps entre le travail, le loisir et le sommeil. Un ministère du Travail est créé en 1906 et en 1919, la loi légalise la réduction du temps de travail à 8 heures par jour. En 1948, le 1er mai devient férié et chômé. Et enfin, le 1er mai est-il célébré partout dans le monde ? Oui, la fête du travail est célébrée partout dans le monde, en Amérique du Sud, dans la grande majorité des pays d'Afrique et d'Asie. C'est un jour chômé dans la quasi-totalité des pays d'Europe, excepté les Pays-Bas et la Suisse. Mais il existe quelques exceptions, Fabien. Aux États-Unis et au Canada, le Labor Day est férié, mais il a lieu le premier lundi de septembre. Merci Frédéric, on en sait plus grâce à vous sur cette fête internationale du travail. Mais quel rapport entretient-on avec le travail au XXIe siècle ? Entre la crise sanitaire, le réchauffement climatique ou la révolution numérique, ce rapport a-t-il changé ? Voici un entretien d'Émilie Rousseau avec une spécialiste, Laetitia Vito. Bonsoir. Vous êtes auteure conférencière et donc notre invitée ce soir sur Monaco Info. 1er mai, journée associée à la fête du travail en France. On a pu apercevoir au fil des années que notre rapport avec le travail a bien changé, bien plus encore après la crise sanitaire. Oui, notre rapport au travail a changé profondément. Il change profondément depuis plusieurs années, mais la crise sanitaire nous a permis de le voir. Comment peut-on expliquer ces grandes transformations du marché du travail ? En fait, on assiste à un très grand désalignement. On avait un rapport au travail qu'on a hérité du milieu du XXe siècle, le salariat de type industriel, qui associait la subordination, les horaires rigides et puis le travail répétitif à beaucoup de contreparties très avantageuses. Un salaire, l'accès au logement grâce à la fiche de paye, des congés, une retraite, le sentiment d'avoir une place au travail et de contribuer à faire tourner l'économie de manière positive. Et ça, cet alignement-là, il est en train de se désagréger. Il prend l'eau de toutes parts depuis déjà un bon moment, en fait. On trouve des gens qui contestent la vision du travail hérité et puis d'autres qui se plaignent d'avoir plus de précarité et sans les contreparties qui vont avec. Oui, on a l'impression qu'il y a de nouvelles attentes, aussi bien du côté des employeurs que des employés, qu'il y a une certaine quête de sens.
Elle y était de sens parce qu'en effet, ce qui faisait partie du package, c'était l'idée que faire tourner les usines, c'était bon pour l'économie. Et puis, la crise climatique qui est passée par là, on se rend bien compte que le travail peut être toxique, soit parce qu'il détruit le lien social, soit parce qu'il détruit la planète. Et puis, il y en a un autre dans cette fameuse quête de sens, peut-être plus prosaïque, qui est que le modèle d'hier, il reposait quand même sur l'idée qu'il y avait quelqu'un à la maison pour s'occuper de tout le reste. Et ça, ce modèle-là, il n'existe plus parce que les femmes ont rejoint massivement le monde du travail rémunéré et que par ailleurs, on a beaucoup plus à s'occuper des autres quand on est aidant, par exemple. Il y a beaucoup plus de salariés aidants. Donc, toutes ces tâches-là, elles posent de manière nouvelle les questions de l'équilibre des temps de vie. Parce que on n'a plus ces personnes à la maison qui s'occupaient de tout et qui faisaient qu'on pouvait se consacrer pleinement à son travail. En fait, on est tous maintenant concernés par les sujets de l'équilibre des temps de vie de manière nouvelle depuis les années 1970-1980, hein, c'est pas si nouveau que ça, mais là aussi, il y a une prise de conscience. Ce qui explique aussi le boom de la reconversion. Oui, le boom de la reconversion, il est clairement lié aussi au fait que les carrières linéaires d'antan ne fonctionnent plus, soit parce qu'il y a des modèles qui n'existent plus, des métiers qui disparaissent assez rapidement, la révolution numérique qui est passée par là. Donc, beaucoup de gens se retrouvent parfois en milieu de carrière à avoir soit envie, soit besoin de se reconvertir pour faire autre chose. Et puis parce qu'on travaille et on vit beaucoup plus longtemps qu'au moment où le modèle d'hier a été inventé, hein. L'espérance de vie en 1950, elle était plus proche de 60 ans. Donc aujourd'hui, on est face à des réalités démographiques et culturelles qui sont différentes parce qu'on vit très longtemps. Faire 45 ans la même chose, ça n'est plus possible pour tout le monde aujourd'hui. Et du coup, Laetitia Vito, quelle est la place du travail dans nos vies aujourd'hui? Du coup, il y a une place qui est plus fragmentée, qui est plus différenciée. On n'a pas tous, on n'y accorde pas tous la même place. Je dirais que, de manière générale, il ne fournit plus la même identité forte qu'il pouvait fournir quand on avait un sentiment d'appartenance très fort ou une identité à un savoir-faire, à un métier qui se désagrège un petit peu, qui n'est plus aussi forte qu'avant. On a plusieurs casquettes. On est à la fois parent, aidant, on a des vies plurielles. Et le travail a une place qui est une place parmi d'autres, qui n'est peut-être pas la seule. Eh bien, merci beaucoup Laetitia Vito d'avoir été avec nous en ce 1er mai, jour de la fête du travail sur Monaco Info. Merci. Ah, vous le savez, nous célébrons cette année le centenaire du prince Régnier III. Et bien dans le cadre de cette commémoration, les monégasques résidents et commerçants sont invités à pavoiser à compter d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année. Non pas avec un drapeau rouge et blanc, mais avec le drapeau édité à cette occasion par le comité Régnier III. Pour vous le procurer, vous avez plusieurs lieux de vente. Le Souvenir Shop, place du Palais, le Quai d'Yves sur le boulevard Albert Ier, Abrico Center à Fontvieille ou encore au Bazar Picot. Le Monte Carlo Film Festival de la Comédie s'est déroulé la semaine dernière en principauté. Eh bien, la remise des prix de cette 20e édition a été annoncée ce week-end et le grand gagnant est le film argentin Ampezia El Bail, qui a obtenu le prix du meilleur film. Il a raflé également 3 autres prix, meilleure mise en scène, meilleur acteur et le prix du public. Ouvrons une large page sport à commencer, et c'est de l'actualité qui intéresse particulièrement les fans de la Roca Team, par les quarts de finale de l'Euroleague. Vous étiez peut-être au stade la semaine dernière pour soutenir l'équipe, ou devant Monaco Info pour vivre les rencontres en direct. Je le rappelle, une victoire partout entre Monaco et le Maccabi. Les joueurs monégasques se sont envolés cet après-midi vers Tel Aviv pour disputer les matchs 3 et 4. Yannick Debever, bonsoir. À quoi peut-on s'attendre cette semaine ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Le Maccabi Tel Aviv a promis l'enfer à la Roca Team pour ses prochains matchs. Les Israéliens, défaits dans le match 2, étaient très énervés à l'encontre de l'arbitrage qu'ils jugeaient en faveur de Monaco. Wael Baldwin a d'ailleurs été exclu dans le 4e quart-temps pour avoir mimé le geste d'une corruption arbitrale. L'arrière américain a ensuite été sanctionné par l'Euroleague d'une amende de 1 500 € pour son comportement. Des événements qui ont donc fait monter la poudre chez les supporters de Tel Aviv et qui attendent donc de pied ferme les Roca Boys ce mardi. Les 10 000 places de la Menorah Miftachim Arena se sont vendues en seulement 3 minutes. Une ferveur sans pareil dont nous parlent Yacouba Ouattara et Jordan Lloyd. Vu comment ça s'est passé aussi à la fin du match, ils vont vraiment nous attendre prêts. Mais moi je le prends comme on a 2 chances pour gagner un match. Nous, comme je dis, il faut qu'on rentre sur le terrain et qu'on soit dans notre bulle.
on a un objectif et il faut qu'aucun élément extérieur puisse nous faire dévier de cet objectif-là. So obviously, they have one of the best home records, but if we rewind to our first game there this season, we were up, I believe, 19 or 20 points, and we kind of shot ourselves in the foot and kind of gave that game away. So we know we're capable of playing well there and getting a lead. We just have to maintain it and keep our emotions in check. And you see how it is. It's a tense game. So just keep our minds and our focused on the game, a game plan, and for sure, I think we can go get a W there for sure. Après une première rencontre ratée, la Roca Team, portée par les 33 points de Jordan Lloyd, a su égaliser à 1 partout dans la série. L'arrière américain a d'ailleurs été élu MVP des matchs 2. Monaco s'était fait surprendre par l'agressivité de Tel Aviv au match 1 et avait sans doute été pénalisé par la finale de Coupe de France jouée 3 jours avant. Pour cette nouvelle semaine bis repetita, la Roca Team a joué ce dimanche en championnat de France. Mais cette fois, Sacha Obradovic a avoué ne pas avoir préparé du tout cette rencontre face à Cholet. Cette confrontation représentait même une bonne opportunité pour les joueurs de garder ou reprendre du rythme, à l'image de Chima Moneke qui a joué ses premières minutes depuis sa blessure survenue il y a 1 mois. Tous les Monégasques sont aptes à jouer pour le match 3 et devront être prêts mentalement pour dompter une équipe qui n'a perdu que 2 fois cette saison dans sa salle. La Roca Team est en quête d'un exploit pour au minimum reprendre l'avantage du terrain et au mieux remporter son quart de finale à l'extérieur. Et pour en parler plus longuement et nous analyser la situation, nous sommes avec un spécialiste basket et journaliste à l'équipe, Arnaud Lecomte, bonsoir. Bonsoir. Ce mardi, nous vivrons en direct sur Monaco Info à 20h le match 3. Avant d'en parler, j'aimerais que l'on revienne sur les 2 premières rencontres. Salle Gaston Médecin, la semaine dernière, 2 rencontres totalement différentes. Comment est-ce que vous analysez ça ? Alors je dirais que sur le match 1, la Roca Team s'est fait un peu surprendre par l'agressivité, la volonté, la détermination du Maccabi de faire un coup dès le premier match finalement, parce que c'est souvent comme ça que ça se produit dans ces affrontements. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de surprise, mais en tout cas, une concentration, une détermination plus forte côté Maccabi, alors que peut-être Monaco était un peu distrait par ce qui s'était passé auparavant dans l'histoire de ce club, puisque c'était une Coupe de France, la première de son histoire. Ouais. 2 jours après, la Roca Team s'est, vous le savez, parfaitement repris en dominant le Maccabi jeudi au match 2. C'est souvent le cas dans les séries longues comme ça, parce qu'il faut 3 victoires, bien sûr, pour se qualifier. Je pense que chacun a pris sa victoire. Bon, évidemment, le Maccabi a l'avantage du terrain, mais je pense qu'aujourd'hui, à partir de demain, plus précisément, on va pouvoir assister à un affrontement davantage tactique encore. Et puis un premier match également avec peu de changements du côté de Monaco, juste 8 personnes. Un deuxième match où ça a beaucoup plus tourné. Ça peut être aussi, selon vous, la clé de la victoire ? Alors effectivement, parmi les ajustements, parce que dans ces séries, encore une fois, on parle beaucoup d'ajustements d'un match à l'autre, puisqu'on est appelé à se rencontrer peut-être 5 fois. Bien évidemment, au bout d'un moment, c'est des petits détails sur les 2 équipes qui font la différence. Et en effet, dans les séries comme ça, on a souvent, du côté des entraîneurs, tendance à dire on va faire des ajustements. Donc, on va corriger les petites erreurs du match précédent. On va peut-être amener une surprise tactique. C'est ce qu'a fait Sacha Obradovic, à qui on avait reproché en effet d'avoir dès le premier match un peu limité sa rotation à 8 joueurs. Il a retenu la leçon, il s'est ajusté le surlendemain et il a effectivement, on l'a vu, inclus Yacouba Ouattara dans le 5 de départ. Yacouba, qui a été déterminant dès le départ d'ailleurs. A été déterminant dès le départ parce qu'il a donné en effet le ton, l'agressivité, la détermination défensivement d'abord, et en plus il réussit ses 2 premiers shoots à 3 points, donc ça a lancé un petit peu la soirée de la Roca Team. Et puis on a vu un Jordan Lloyd qui avait été disons-le, catastrophique lors du premier match, être tout à fait au-dessus du lot le surlendemain. Oui, de quoi faut-il se méfier avec le Maccabi selon vous ? D'abord et avant tout du fait qu'il joue à domicile. On sait, c'est la meilleure équipe d'Europe à la maison cette saison. Seulement 2 défaites, je crois.
2 défaites en Ouais. 17 matchs de Mhm. saison régulière. Et Oui, la 11 000, salle du et 11 000 Maccabi. spectateurs complètement déchaînés sur Ouais, place, hein. la salle du Maccabi, pour y avoir été à plusieurs reprises, est une salle dans ces circonstances-là, Mhm. euh, j'ai presque envie de dire imprenable. Ouais. Mais j'ai aussi envie de Vous nous dire que s'il y avait une rassurez pas là, équipe en hein. Europe, s'il y a une équipe en Europe qui peut le faire, c'est bien la Ah. Roca Team, ça j'en suis convaincu. Bon, la Roca Team l'a expérimenté en début de saison puisqu'elle a joué un match là-bas. Elle menait même de 18 ou 19 points dès le premier, en première mi-temps, Mhm. avant de perdre Mhm. malheureusement. Mais néanmoins, elle connaît cette salle. Elle a démontré qu'elle était capable d'y performer. Reste à savoir si elle va être capable de maintenir un écart Mhm. important, Mhm. comme elle n'avait pas su le faire lors du match aller. Mais néanmoins, moi, je reste convaincu que cette équipe a les moyens de gagner là-bas. Est-ce que ce sera mardi? Est-ce que ce sera jeudi? Puisqu'il y aura un match 4, forcément. Exact. C'est toute la question. La Roca Team a remporté donc il y a quelques jours la Coupe de France, domine depuis le début de la saison le championnat de France et est actuellement en quart de finale de l'Euroleague. Pour vous, c'est l'année de Monaco, notamment en Betclic Elite, que l'on n'arrive pas à remporter. Et pourquoi pas aussi à l'Euroleague. C'est la bonne année selon vous? Ça y ressemble en tout Ouais. cas, parce qu'aujourd'hui, il y a non seulement un objectif, vous l'avez, on le dit, du Final Four, mais vous l'avez dit également, il y a Mhm. l'objectif du championnat de France, qui est un objectif très important pour une équipe qui n'a toujours pas remporté et qui a besoin de le remporter, tôt ou tard. On peut imaginer qu'une défaite, une élimination serait ressentie comme une énorme déception et qu'il faudrait se remettre très vite parce que les playoffs du championnat de France débutent autour du 20-23 mai. Et si jamais la Roca Team a le bonheur de se qualifier pour le Final Four, pareil, les playoffs du championnat débuteront juste après le Final Four, quelle qu'en Mhm. soit l'issue. Mhm. Il Mhm. faudra aussi se remettre. Donc Mhm. c'est vraiment quelque chose qui, pour le moment, à mes yeux, est encore un peu flou, mais oui, dans l'absolu, la Roca Team a tout en main pour être championne de France cette année. Et puis en plus, on avait l'année dernière Okobo en face de nous, cette fois il est chez nous. Pour revenir sur ce qui tient en ce moment en haleine les supporters de la Roca Team, je le rappelle, Monaco, Maccabi, c'est au meilleur des 3 matchs. Pour l'instant, nous en sommes à 1 partout. Si Monaco décroche une victoire à Tel Aviv sur les 2 rencontres, que ce soit mardi ou jeudi, il y aura forcément un match 5 à Monaco. Arnaud Lecomte, merci pour cette analyse. Je vous en prie. À basket toujours, même s'il n'y avait pas d'enjeu en Betclic Elite, puisque Monaco est assuré de finir premier de la phase régulière, la Roca Team s'est imposée sur son parquet face à Cholet 94-86 lors de la 31e journée du championnat de France. Autre bonne nouvelle également, en gymnastique, l'étoile de Monaco a fini 3e du championnat en top 12 après un face-à-face âprement disputé contre Antibes. Nous sommes avec l'entraîneur de Monaco, Thierry Hems, bonsoir. Ça? Vous avez joué la petite finale du championnat de France de gymnastique samedi à Rouen, hein. Vous rentrez, vous êtes d'ailleurs à l'aéroport, félicitations. Vous avez obtenu la médaille de bronze. Racontez-nous comment s'est déroulée cette compétition. Et la compète s'est très bien déroulée. Les garçons ont été très bons parce qu'on arrive à faire tomber en du podium. Donc voilà, et c'est notre petite revanche de l'année dernière. Et ça s'est joué face à un club réputé en gymnastique, hein, celui d'Antibes-Juan-les-Pins. Ça a été compliqué? Ça a été compliqué, ça s'était joué sur un duel alors. Donc ça veut dire qu'au bout des 6 agrès, on était ex-aequo. Et on a tiré un agrès au sort et départagé sur un seul mouvement, quoi. Donc ouais, ça a été compliqué chez nous. C'est sûr. Et comment ça s'est joué justement sur le dernier agrès? Racontez-nous, faites-nous vivre un peu ce qui s'est passé. Il y a un tirage au sort, donc c'est les parts parallèles pour être tiré au sort. Dans chaque équipe, on se doit d'avoir un 4e bonhomme qui est prêt à passer. Et en l'occurrence, c'était ou Lorenzo ou Kevin. Et comme le gymnase d'Antibes a commencé, voilà, donc il a fait un bon mouvement, mais avec une grosse note de départ et une toute petite erreur à la fin. Donc il fallait absolument produire un gros mouvement avec une grosse note de départ. Donc le choix, c'était sur Lorenzo. Mm-hmm. Par un peu plus haut que Kevin sur le départ et il a fait un mouvement parfait, donc c'était excellent et voilà, ça déroule le match. Là, vous parlez de Lorenzo. Quand je vous suivais lors des Jeux des petits États d'Europe, par exemple, hein, il y a quelques années déjà, notamment à Chypre en 2009, il y avait une jeune équipe avec notamment Julien Gobot et Kevin Crovetto. Maintenant, ce sont des anciens. Parlez-nous de la nouvelle garde, la nouvelle relève en quelque sorte et de l'avenir. Bah écoutez, c'est vrai c'est bien parce qu'on a une équipe calme qui est... on a beaucoup de jeunes dedans. Donc on a Hugo Villeneuve, on a
Lorenzo, donc, qui a 17 ans. On a Ethan, qui a 16 ans. On a Fun et Antoine qui ont seulement 22 ans. Lilian qui a 23 ans. Donc, on a de belles années devant nous, quoi. Si on continue à travailler, quoi. S'il continue à travailler et dans cette dynamique, je pense que ça peut être très, très bien pour la suite. Thierry Hems, merci et félicitations pour cette médaille de bronze dans le top 12. Félicitations. Merci beaucoup. Mauvaise nouvelle en revanche pour l'ASM-FC après s'être pris un 3-0 à Lens la semaine dernière. Monaco ce dimanche sur sa pelouse a perdu 4-0 contre Montpellier. Rien ne va plus à 5 journées de la fin du championnat. Monaco est 4e au classement, soit une place qualificative pour la Ligue Europa. Mais Lille talonne les Monégasques avec seulement 2 points d'écart. Foot toujours, et là c'est plus réjouissant, les moins de 18 ans de l'ASM ont remporté samedi la Coupe Gambardella en battant Clermont 4-2 au Stade de France. Je propose d'écouter la réaction du milieu de terrain, Pape Cabral. On a su gérer les temps faibles comme les temps forts. On a eu une bonne équipe, bonne cohésion, et grâce à ça on est parti au bout. Déjà je vois le stade il est énorme, j'entends beaucoup de gens crier, j'étais content, il y avait tous mes coéquipiers qui sont venus autour de moi. C'était incroyable. Monaco c'est un grand club. Ça veut dire plus rapporter cette coupe-là, ça fait énormément de bien. Tout le monde est content, tout le monde avait du sourire et ça me fait plaisir. Monaco obtient ainsi son 5e titre en Gambardella en 5 finales jouées, la dernière datée de 2016 avec Mbappé dans l'équipe. En F1, Charles Leclerc a retrouvé le chemin du podium à Bakou. Le Monégasque a terminé 3e après une course sans suspense. Il est parti premier, mais les deux Red Bull sont trop rapides, notamment lorsque le DRS est activé. Charles Leclerc, sans commettre aucune faute, a donc terminé cette course 3e. Prochain Grand Prix ce dimanche à Miami. La météo, avant de se quitter, après ce week-end pluvieux, une amélioration est-elle prévue pour mardi, Frédéric ? Oui Fabien, fini la pluie et les journées maussades. Le soleil fera son retour mardi. Le ciel sera encore un peu chargé le matin avec une alternance d'éclaircies et de rares passages nuageux, puis bien plus dégagé l'après-midi. Les températures seront comprises entre 13 et 19 degrés mardi 2 mai. Vous pourrez souhaiter une bonne fête à tous les Boris. Merci Frédéric. Le 1er mai est donc synonyme de fête du travail, mais est également associé au muguet. Et ce sont les photos de Frédéric Nébinger pour clore ce journal. On se retrouve et ce sera un grand plaisir pour ma part demain à 19h. En attendant, passez une excellente soirée. Au revoir.